Je pense qu'il s'intéresse un peu à ce qui se passe à l'étranger. Hein. Quand on voit le traitement quand même médiatique de la presse étrangère sur cette élection. Non, non, je vous rejoins totalement, mais je veux dire par là qu'ils cherchent des soutiens où ils peuvent les trouver. Donc le fait d'avoir la Russie qui envoie ses félicitations, c'est une forme de légitimation pour eux. C'est pour cette raison qu'ils, sur X, voilà, qu'ils repartagent ses félicitations. Et en Afrique, il y a directement le président gabonais, Brice Oligui Nguema, qui a félicité. Finalement, pourquoi s'est empressé pour féliciter, je dirais, son papy, comme il l'appelle? Non, lui, il a vraiment une relation particulière avec le président Paul Biya et il avait dit, c'était dangereux ce qu'il avait dit, mais il avait dit, et je pense que quoi qu'il en soit, il avait déjà manifesté son soutien indéfectible et sans condition au président Paul Biya, qu'il appelle justement effectivement son père, quoi, donc son père et son frère. Donc lui, c'est automatique. Par contre, les autres présidents, on n'a pas vu cette réaction spontanée. Hein. Ouais. Tout à fait, oui, parce que franchement, le storytelling n'est pas très facile à vendre. C'est-à-dire 93 ans, 43 ans au pouvoir, élections compliquées, contestées. Donc on a tous ces éléments-là qui ne sont pas forcément gays, en fait. Bonsoir à tous. Paul Biya prête serment aujourd'hui au Cameroun pour la 8e fois, alors que le pays traverse une crise post-électorale. Vers quoi se dirige le Cameroun? Pour en parler, on reçoit sur ce plateau Frédéric Tchoungui, bonsoir. Merci de me recevoir. Yannick Foy, bonsoir. Bonsoir Carlyle. Messieurs, en tant que Camerounais, que représente ce jour pour vous? Je pense que c'est un jour comme les autres, c'est-à-dire on est au 8e mandat, donc on est déjà habitué à cette cérémonie, à la fameuse phrase « I do so swear », c'est-à-dire je le jure pour prêter serment que le président Paul Biya doit prononcer tout à l'heure. Donc c'est déjà un peu du déjà vu en fait, sauf que c'est vrai que le contexte est un peu spécial parce qu'on a cette contestation du résultat de l'élection qui est encore visible. On vient de sortir de 3 jours de villes mortes observées dans une bonne partie du pays. Donc on est quand même, c'est vrai qu'il y a de la répétition, donc du déjà vu, mais il y a quand même de l'exceptionnel, c'est le climat politique qui est un peu plus tendu que par exemple en 2018 ou en 2011 ou en 2003, donc c'est un peu ça. Oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, il n'y a pas réellement d'événements, c'est la continuité d'un régime, c'est la continuité de pratiques aussi politiques qui sont discutables et qui le sont de plus en plus, comme vous l'avez mentionné. Effectivement, on voit que le pays, aujourd'hui, il y a quand même de la contestation, il y a quand même un ras-le-bol de par la gestion des affaires du régime sortant et rentrant, du coup, parce qu'il va prêter serment une nouvelle fois. Donc on est dans l'attente sans doute peut-être d'une nouvelle façon de faire de la politique. On l'espère. Bon, on a très peu d'attente de ce côté-là, mais on espère quand même. Cette fois, les ambassadeurs, messieurs, les ambassadeurs occidentaux de l'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, ont tous été conviés, alors qu'ils étaient absents au moment de la déclaration, l'annonce la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Comment vous analysez cette posture, je dirais, de l'Occident sur cette élection, cette réélection, ce 8e mandat de Paul Biya? Est-ce qu'il y a une certaine gêne finalement? Oui, je pense qu'il y a une certaine gêne parce qu'on n'a pas eu les félicitations aussi de manière aussi prompte qu'on a souvent l'habitude de voir. C'est-à-dire, par exemple, le président Ouattara de la Côte d'Ivoire, le même soir, le lendemain de l'élection, on a eu des félicitations qui arrivent. Yaoundé a dû gratter a dû forcer la main, quoi. Dans plusieurs chancelleries, certaines chancelleries, il a obtenu les félicitations, d'autres pas. Et même, comme vous dites, en fait, c'est une invitation. Maintenant, il reste à voir s'ils seront effectivement là, s'ils vont honorer de leur présence. Et on a eu des communications sur Twitter de la part de certains officiels des sénateurs américains, aussi de la France. Donc, on a une certaine réserve de ces pays-là pour cette fois-ci. Donc, on attend voir s'ils seront là. Finalement, c'est une élection qui est très mal vue à l'étranger. Oui, parce que le storytelling, il n'est pas très facile, en fait, à vendre. J'ai vu sur Twitter, par exemple, que sur X désormais, le cabinet civil qui va chercher les félicitations pour le poster sur le compte de la présidence. C'est comme si on a en recherche de légitimité internationale aujourd'hui. Tout à fait. C'est vrai qu'effectivement, la présidence aujourd'hui est en recherche de légitimité de par la proclamation de ce pouvoir, mais aussi surtout de la... On va dire, on essaie de trouver des pays qui nous soutiennent. Il y en a quand même, parce que j'ai vu que la Russie
a envoyé ses félicitations. Donc, effectivement, vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et la presse qui a commenté vivement cette élection en pointant du doigt les différentes exactions qui ont été commises, de par le fait qu'on ait, d'une certaine manière, voilà, muselé un petit peu les élections, et on a eu l'impression que le jeu n'a pas totalement été équitable pour l'ensemble des participants. Cela fait, bien sûr, au niveau de la communauté internationale, un rendu qui n'est pas celui espéré, ça j'en suis sûr. Comment pourront se passer finalement? Vous avez parlé de la Russie, est-ce que c'est aussi un moyen pour eux de se repositionner un peu en Afrique centrale? Non, je ne pense pas, parce que déjà même la Russie, en fait, il y a eu déjà un premier document qui n'était pas authentifié, parce que tout le monde a vérifié, la chancelière a dit non. Et puis après, on a une espèce de message ambigu. Donc, même jusque-là, en fait, on n'est pas vraiment dedans. Mais déjà, les félicitations de la Russie ne sont pas les félicitations le plus souvent attendues. Il y a on attend le plus souvent de Paris, de New York, de Washington, je veux dire, de Genève. Donc, jamais j'attends les partenaires historiques du Cameroun, surtout les partenaires politiques historiques. Donc, certes, il y a la Russie, mais ça ne va jamais remplacer les félicitations de Paris, en fait. Parce que certains Camerounais s'amusent à dire on va se tourner désormais vers la Russie, enfin les partisans du RDPC, hein, je vois que ça amuse à... Non, c'est de... se revendiquer souverainiste. On va dire que le plus important pour eux, c'est la conservation du pouvoir. Donc, peu importe les... Ah, pas forcément. Je pense qu'ils s'intéressent un peu à ce qui se passe à l'étranger. Hein. Quand on voit le traitement quand même médiatique de la presse étrangère sur cette élection... Non, je vous rejoins totalement, mais je veux dire par là qu'ils cherchent des soutiens où ils peuvent les trouver. Donc, le fait d'avoir la Russie qui envoie ses félicitations, c'est une forme de légitimation pour eux. C'est pour cette raison qu'ils, sur X, voilà, qu'ils repartagent ses félicitations. Et en Afrique, il y a directement le président gabonais, Brice Oligui Nguema, qui a félicité. Finalement, pourquoi pourquoi s'est empressé pour féliciter, je dirais, son papy, comme il l'appelle? Non, lui, il a vraiment une relation particulière avec le président Paul Biya, et il avait dit, c'était dangereux ce qu'il avait dit, mais il avait dit, et je pense que quoi qu'il en soit, il avait déjà manifesté son soutien indéfectible et sans condition au président Paul Biya, qu'il appelle justement effectivement son père, quoi, donc son père et son frère. Donc lui, c'est automatique. Par contre, les autres présidents, on n'a pas vu cette réaction spontanée. Hein. Ouais. Tout à fait, oui, parce que franchement, le storytelling n'est pas très facile à vendre. C'est-à-dire 93 ans, 43 ans au pouvoir, élections compliquées, contestées. Donc on a tous ces éléments-là qui ne sont pas forcément gays, en fait. Et c'est intéressant ce que vous dites, Yannick, parce que regardez aussi, certains considèrent qu'il y a une sorte de... On s'écarte un peu légèrement du sujet, que c'est un peu paradoxe que le président Oligui, qui a renversé le président Bongo, étant donné qu'il est en incapacité, puisse adouber un président assez âgé. On va dire que c'est le deux poids deux mesures africain. C'est un peu aussi, d'une certaine manière, je pense qu'on souffre tous un peu du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que les pratiques que nous mettons en exergue, parfois, lorsqu'elles sont implémentées ailleurs, on a l'impression que ça ne nous touche pas, alors que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'au niveau du Gabon, par exemple, il y a eu ce remplacement-là parce que le président n'était plus en capacité, mais on se retrouve avec le président du Gabon qui félicite un président qui est en incapacité. Donc on est dans ce manque de logique parfois de nos communautés, que ce soit la communauté, les pays de la CEMAC ou parfois même de la CEDEAO, qui adoubent d'un côté des pratiques qu'eux ils ont rejetées chez eux, ou bien ils font des pratiques qu'ils ont rejetées à l'extérieur. Donc c'est la tristesse sur le continent. J'ai appris que les candidats malheureux aussi ont été invités, hein, dont M. Issa Tchoma Bakary. C'est assez cynique quand même de faire ça. C'est cynique parce qu'ils savent déjà qu'il n'est pas à côté, donc, et qu'il n'y viendra pas, et qu'il est recherché. Donc je ne sais pas, je crois que c'est justement du cynisme en fait. Il n'y a pas autre explication. Faut-il s'attendre, monsieur, à une ouverture de la part du président Biya pour ce 8e mandat? Est-ce qu'il peut ouvrir, je dirais, le jeu politique? Non. Enfin, est-ce qu'il peut créer une nouvelle dynamique pour être plus simple, en essayant de ratisser un peu plus large? Je vois certains opposants pour rentrer au gouvernement. Bon, il a toujours fait, c'est-à-dire que vous regardez le pouvoir de Biya, ça a toujours été un pouvoir
la carotte et le bâton. Et je dirais aussi inclusif, c'est-à-dire que vous me combattez aujourd'hui et demain vous avez la possibilité de joindre le gouvernement. Ça s'est vu avec plusieurs ministres. Donc il n'y a pas de... C'est-à-dire que demain, pour prendre un exemple concret, si par exemple M. Cabral Libye est nommé ministre, moi ça ne va pas me surprendre. Parce que ça a toujours été la façon de gouverner du président Biya, c'est-à-dire que mes opposants ou les belligérants ont toujours la possibilité d'avoir une rédemption et on a toujours la possibilité de les intégrer dans le gouvernement. Donc de ce côté-là, il n'y aura pas un réel étonnement de ma part. Mais des têtes tomberont quand même, allez, rassurez-moi. Il faudra donner un nouveau souffle. Tête tombée, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. En fait, lui, il a sa propre logique. Donc le président Paul Biya, lui, il a sa logique. En fait, il a ses objectifs à atteindre, durer au pouvoir. Et même si pour réaliser cela, il a besoin d'un opposant, il le mettra là. Donc, il ne mettra pas quelqu'un parce que c'est un fan de lui ou c'est quelqu'un qui est dans son camp. Donc, il est plus orienté objectif ou bien résultat. Donc, si demain, comme il a dit, s'il se rend compte que bon, j'ai besoin de Cabral Libye, son profil, j'ai besoin de lui dans mon équipe, il va lui faire la proposition. Donc, l'ouverture du jeu ne sera pas liée aux résultats électoraux, mais plutôt à ses projections et au profilage, c'est-à-dire comment il entend régner sur les 7 années qui arrivent et qu'est-ce qu'il a besoin. Tout à fait. Et juste pour ajouter un point important, lorsque vous avez parlé de chamboulement au niveau de sa garde rapprochée, je ne pense pas, parce qu'on se rend compte que les postes très importants, on va dire régaliens, si je peux me permettre, non, même pas régalien, mais on voit que le président de l'Assemblée nationale, c'est des personnes avec qui il a commencé depuis le début. Il y a une garde très proche de personnes avec qui il a commencé dès le départ. Et ça se voit beaucoup sur Internet. Les gens rient beaucoup, c'est-à-dire qu'on voit tel à 86 ans, tel à 92 ans, tel à 84 ans. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, après 43 ans, il changera sa manière de... Mais la question de sa succession commence à se poser dès aujourd'hui, j'imagine, au sein du RDPC. Effectivement, c'est une question qui est, qui est le plus évitée possible au RDPC. Chaque fois qu'on leur pose la question, ils vous diront toujours abonné absent. Ils ont cette formule-là. Il y a personne à ce numéro-là, donc il faut dire on ne va pas se prononcer sur sa succession. C'est vrai que récemment, il y a eu quelques tergiversations, quelques-uns ont essayé de se démarquer, mais ça reste une question taboue. Tant que le prince est là, on ne se prononce pas et on attend voir ce qu'il va décider. S'il a encore envie, on le souhaite, il ira jusqu'au bout de son 8e mandat. C'est son souhait, en fait. Il n'y a pas de transmission prévue, il n'y a pas de scénario. Non, pour lui, c'est jusqu'au bout. Jusqu'à la lire, donc jusqu'à ce qu'il n'y a pas de préparation. Effectivement, il n'y a pas de préparation de dauphin et ça n'a jamais été sa manière de gouverner, même avec l'âge. Parce que, excusez-moi, on parle de la fin de son mandat, il aura presque 100 ans. Mais aujourd'hui, il a 93 ans. Ça veut dire que cette question aurait pu se poser même à 80 ans. Exactement. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, M. Biya, son image, en tout cas, concentre les pouvoirs au Cameroun et pour l'instant, il n'a pas l'intention de les diffuser. Et même ses lieutenants, ils n'ont pas envie en fait que le chef parte parce que c'est un chef en fait qui n'a pas vraiment de dauphin politique. Il a un dauphin administratif qui est son SG. Il est administratif, mais le plan politique, parce qu'il n'est même pas en fait parmi les cadres du RDPC. Donc il a la main mise sur l'administration, le MINAD et tout le reste, mais l'appareil du parti n'a pas encore la main dessus. Donc Paul Biya fait en sorte que tous ceux qui peuvent se prévaloir du poste de dauphin n'aient pas tous les leviers pour être confiants ou bien pour être sereins. Ce qui fait que bien qu'il y ait des prétentions, il n'y a personne qui ose vraiment forcer la main au président. Quel bilan, monsieur, peut-on faire des opérations ville morte? Moi, personnellement, d'après les contacts que j'ai aussi au Cameroun, des personnes avec qui j'ai discuté, on va dire que pour faire une cartographie, au centre et au sud, ça n'a pas été tellement suivi. Parce que le centre et le sud, il faut le dire, ça reste les fiefs quand même du pouvoir d'une certaine manière. Lorsqu'on va au nord, ça a été très suivi, c'est-à-dire que ce soit dans la ville de Maroua, que ce soit dans l'extrême nord, que ce soit dans la ville de Garoua, ça a été suivi. À Douala également, ça a aussi été suivi. Il y avait des commerces qui étaient fermés. Il y avait des personnes qui ne partaient même pas à l'école. Moi, je sais que j'ai des proches là-bas qui ne sortaient pas parce que les gens avaient peur. Est-ce que les gens ont suivi la ville morte? C'est la question qu'il faut se poser au niveau du littoral de Douala, la plus grande ville du Cameroun. Est-ce que les gens ont suivi la ville morte parce que Tiroma l'a demandé ou bien parce qu'ils avaient peur des représailles? C'est tout le questionnement. Et en général, c'est plus par peur de représailles, de se prendre une balle perdue, par exemple. Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment, pendant cette ville morte, et on ne sait jamais ce qui peut se passer.
Yannick. Oui, en fait, c'est comme Frédéric a dit, les villes ont été suivies de manière, après, pas à la même intensité dans tout le pays. Et justement, le Grand Nord a vraiment suivi. L'Est également, à ma surprise, l'Est également a beaucoup suivi. Et il faut aussi noter l'activité intense du gouvernement qui allait porte à porte chez les commerçants toqués pour dire si vous n'ouvrez pas, on va sceller votre boutique. Donc il y a eu dans plusieurs villes comme ça, le gouverneur, le préfet, le sous-préfet. Il y a eu un sous-préfet qui s'est fait lyncher par la population parce qu'il est venu effectivement pour sceller les boutiques non ouvertes. Donc il y a eu le mot d'ordre. Malgré les volontés, il y a aussi eu une contre-force pour dire celui qui suit le mot d'ordre, on va le sanctionner. Et il y a eu des morts. Donc on n'a pas encore le bilan officiel. On attend que le gouvernement dise en fait combien de personnes ont perdu la vie pendant dans cette période-là. Oui, effectivement, il y a un collectif d'avocats qui a recensé le nombre de morts et il parle de 2000 interpellations. C'est visible sur RFI. Donc, sans faire de pub sur un média. Donc 2000 incarcérations et 39 décédés. Ça, on a un bilan qui est assez lourd. On parle d'au moins une trentaine de personnes décédées, effectivement, depuis l'annonce de la décision du Conseil constitutionnel. Il y a aujourd'hui 2 présidents au Cameroun, le président élu que je suis et le président nommé par le Conseil constitutionnel. Ce sont les mots de M. Issa Chiroma Bakary qui se retrouve aujourd'hui en exil au Nigeria. C'est quoi la suite pour lui, finalement, après cette investiture? Exil, c'est... Il n'est pas en exil, ça tombe bien. J'ai eu du mal à utiliser le terme en plus. Mais on ne va pas en exil chez le voisin, c'est-à-dire à 2 km, quoi. Donc là, il n'est pas en exil. On peut dire retrait tactique ou bien retrait stratégique. C'est vraiment la guerre des chefs. Mais l'exil, c'est lorsqu'on va vraiment loin, où on est loin, quoi. C'est vrai qu'il est à la frontière, là. Oui, c'est un retrait tactique ou bien stratégique. Donc exil, c'est encore tôt pour le dire, en fait. Donc moi, je préfère rester prudent. Parce que lorsqu'il était interpellé devant par la police, là-bas, il doit être décliné son identité comme étant le président élu du Cameroun. Alors, c'est l'info que j'ai vue ce matin. Bon, je pense que dans sa quête, il est obligé d'endosser ce rôle. Mais pour aller un peu plus loin, je pense que aujourd'hui, M. Chiroma, malheureusement, ne pourra rien faire. C'est-à-dire que les villes mortes prennent fin aujourd'hui, ont pris fin hier, pardon, et aujourd'hui, il y a la passation de pouvoir, la prestation de serment. La prestation de serment, excusez-moi du lapsus. C'est pas encore 2026. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président va prendre pleinement mesure et contrôle de la situation au Cameroun, que ce soit sécuritairement, politiquement. C'est déjà le cas. Voilà, mais ça va encore plus se renforcer parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sortaient pas parce qu'ils attendaient cette prestation de serment. Ça va être fait, ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, M. Chiroma va être considéré clairement identifié comme étant un opposant qui a des velléités de faire tomber le régime. Donc, il devient un peu comme un terroriste, excusez-moi l'appellation, mais c'est le cas. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est dans une situation où il n'aura plus la capacité d'insuffler quoi que ce soit, en tout cas sur le territoire. C'est vraiment intéressant ce que vous dites, parce que ma prochaine question était de savoir est-ce qu'il risque d'être arrêté. Ça fait longtemps qu'on essaie de l'arrêter, donc je crois que s'ils avaient pu... Ah non, je pense qu'au sein du gouvernement, ce n'est pas une ligne qui est partagée par tout le monde, c'est plus le ministre de l'administration du territoire, d'après ce que j'ai vu ce matin, qui plaide pour une arrestation et d'autres cadres... Le ministre de l'administration, il avait dit avant les élections qu'après les élections, c'est lui qui a perdu, s'il veut pleurer, il reste chez lui, il pleure, et s'il dit quelque chose, on va l'attraper et on va le mettre au frais, comme il a dit souvent au PDC, je savais. Donc ça, c'était dit avant les élections même. Donc c'était officiel, ça devait être comme les autres opposants, c'est-à-dire dès le soir, dès que vous parlez dans les heures qui suivent, vous êtes bien au frais. Ils ont essayé parce que la dernière fois, le ministre Chiroma disait qu'il y a eu 2 morts devant chez lui. Oui. Il y a eu un blocus humain, un blocus par la population qui a empêché qu'il soit arrêté. Et même à ce jour, je pense que s'ils avaient la possibilité, même pour leur orgueil propre, c'est qu'ils l'auraient déjà mis au frais. Donc, actuellement, l'avantage pour eux, c'est mieux qu'ils soient dehors, finalement, ou pas? Non, mieux. Actuellement, en fait, la balle est dans son camp, puisqu'on a 2 camps. On a le camp du président élu Paul Biya, on a le président qui conteste. Maintenant, le président élu prête serment, c'est à lui de voir. Est-ce qu'il va aussi prêter serment comme en Gambie? On attend voir, en fait. Donc on attend voir. Donc, là, comme Ouattara en Côte d'Ivoire en 2010. Tout à fait, justement, on a eu des cas. En fait. Donc du coup, on attend voir c'est quoi la suite. Donc c'est lui qui a l'agenda, c'est lui qui impulse la contestation. On attend voir est-ce qu'il va se plier, dire ok, bon, vous m'avez
en fait, vous avez gagné, quoi. Donc, est-ce qu'il va se rendre ou pas? Non, moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'il va... Premièrement, je ne pense pas qu'il va retourner au Cameroun. Je pense qu'il restera au Nigeria d'abord pour l'instant. Et il n'a aucun intérêt, sauf si maintenant il y a des négociations. Mais je pense que ça va venir beaucoup plus tard. Mais en tout cas, dans un futur plus ou moins proche, je le vois plutôt rester dans sa posture de président élu, d'opposant, plus d'opposant, parce qu'aujourd'hui, il se un peu comme c'était Martin Fayoulou. Oui, donc il va rester dans cette posture-là de président élu et peut-être à l'usure, il va finir par négocier et voilà, peut-être trouver voilà, des accointances avec le pouvoir en place. Vous êtes sûr? Peut-être dans un futur lointain. Une forme de radicalité aujourd'hui. Quand tu parles dans son entourage, il veut l'en découvrir. Oui, mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que Jérôme, c'est aussi la polarisation ou bien la personnification d'une envie de changement partagée par la majorité des Camerounais. On est dans un pays où la situation économique est délicate. Hier, le Gabon, qui est un pays d'à peine 3 millions de personnes, a voté son budget, qui était presque similaire au budget du Cameroun, qui a 30 000. Donc on est dans un effet de rattrapage des petits qui sont en train de rattraper le grand parce que le grand est paresseux, il n'avance pas, rien ne bouge en fait. On est dans un pays où, comme quelqu'un disait, où rien ne se passe. Ça, c'est une formule que quelqu'un a dit, où rien ne se passe. Donc on est dans cette situation-là et à un moment donné, on se dit, est-ce qu'il y aura un sursaut d'orgueil du dirigeant lui-même? Parce qu'il y a une chose de monopoliser le pouvoir et une autre chose de ce qu'on en fait. Est-ce qu'on prend pour rester, comme disait le professeur Olanguini, c'est-à-dire rester pour rester, ou bien est-ce qu'on va essayer de dire, OK, j'ai récupéré le pouvoir, je vais implémenter des projets, je vais faire un sursaut d'orgueil, je vais nommer un gouvernement beaucoup plus dynamique, je vais implémenter des projets. Parce qu'à un moment donné, on se dit, OK, j'ai été là pendant 43 ans, mais j'ai encore des années et je peux peut-être me dire, OK, je fais un break, donc je me lance dans des projets vraiment ambitieux et je me dis que je construis des choses. On a des projets bloqués depuis 15 ans. L'autoroute Douala-Yaoundé, c'est bloqué, les barrages. On a tellement de sujets qui peuvent se dire, OK, pour la route, comme on dit, c'est-à-dire, OK, pour un dernier tour, je me lance, je prends des Camerounais compétents, je crée une équipe dynamique, je me réconcilie avec les opposants. Donc, créer quelque chose qui puisse permettre un héritage louable. Un héritage où on va dire, OK, le Cameroun, si aujourd'hui on a une croissance de 2%, c'est grâce au président Paul Biya. Mais au point où on en est, c'est impossible que d'ici, qu'après lui, qu'on puisse voir un héritage et se dire, OK, si on a telle chose, c'est grâce à telle personne. Harcèlement, c'est compliqué. Oui, bon, j'aime beaucoup la façon dont vous avez présenté les choses. Et effectivement, je pense que tout Camerounais souhaiterait aller dans ce sens-là. Mais la réalité aujourd'hui est qu'il n'y a aucune raison que la manière, la gestion du pays ne change. Parce que, premièrement, je ne pense plus que ce soit lui qui dirige le Cameroun. Il a son équipe dirigeante et c'est plutôt une équipe de conservation du pouvoir qu'une équipe qui a envie de changement, d'insuffler des grands projets comme vous l'avez présenté. Donc logiquement, on devrait casser ce régime et repartir sur quelque chose de nouveau pour insuffler une nouvelle dynamique. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes au Cameroun, vous vous rendez compte que les procédés ne sont pas simplement implémentés au-dessus, ils se sont déjà diffusés dans l'ensemble de la population. Ça veut dire qu'il y a un mode de fonctionnement qui s'est déjà sédentarisé depuis une vingtaine, voire une trentaine, voire une quarantaine d'années. Donc, si on veut vraiment que les choses changent, c'est un changement de leadership qu'il faudrait au Cameroun et une vision nouvelle. Et je ne pense pas que ce gouvernement pourra l'incarner. Est-ce que finalement le Cameroun, avec le président élu qui prête ses mots aujourd'hui et l'autre président qui conteste aussi, Issa Tchouma Bakary, finalement, en 2025, n'est pas un pays plus que jamais fracturé, monsieur? Plus que jamais, plus que jamais. En 2018, on pouvait dire, OK, les régions les plus impactées, c'était le littoral, le Grand Ouest et un peu du centre. Mais là, il y a des gens qui sont amusés à faire des cartes où justement, c'est qu'il y a tout à l'heure que le centre et le sud n'étaient pas impactés. Mais tout l'autre triangle était impacté, c'est-à-dire du nord à l'est, à l'ouest, au nord et au sud-ouest. Non, on ne reconnaît pas Paul Biya, en fait. On le reconnaît de partout. Tu vois, tu sais, il y a la légalité et la légitimité. La légalité, tout le monde, elle s'impose à tous, tu vois. La légalité, il a été déclaré vainqueur, c'est légal. Maintenant, la légitimité, qui a pu se mesurer à l'adhésion aux villes mortes, ça, c'est la légitimité. Donc aujourd'hui, il est là, il est établi, il est légal, tout le monde lui fait l'agence sur le plan légal.
Maintenant, sur le plan légitime, il y a une vraie fracture au Cameroun. Oui. Et je pense que, M. Khalil, par rapport à votre question, je pense qu'au Cameroun, on ne doit pas... On est sorti de la cartographie des régions. On est maintenant plutôt dans une question de classe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque la classe middle class, la classe moyenne, rejette même celui, entre guillemets, qui dirige, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose. Parce que lorsqu'on discute avec des jeunes professionnels, avec des personnes qui sont déjà, même dans l'administration, ou qui font partie des entreprises privées au Cameroun, elles-mêmes commencent à rejeter le système BIA. Ça veut bien dire que la fracture maintenant se passe au niveau des classes. Et donc, c'est important de le relever et cela montre effectivement une exacerbation, une fatigue en fait des procédés qui aujourd'hui minent l'ensemble du peuple camerounais et surtout aussi ces classes-là qui, d'une certaine manière, profitent, mais dénoncent quand même que, effectivement, on est plutôt bien aisé financièrement, mais il y a des choses qu'il faudrait changer dans ce pays. Et pourquoi pas M. Chiroma? Et je pense qu'on n'a pas parlé de ça aujourd'hui, mais le fait que M. Issa Chiroma fasse dans ce contexte politique 35% et que M. Pobia ne fasse que 53%, cela dénote vraiment qu'il y a une rupture qui est consommée. Et une rupture qui pourra, je dirais, la dynamique de cette rupture pourra continuer pour les législatives qui arrivent. Moi, je pense que oui, parce que normalement, il y a des élections dans moins de 3 semaines. Ouais. Et je vois mal... comme je dis, aujourd'hui, celui qui a le calendrier politique du Cameroun, c'est M. Issa Chiroma et sa capacité à résister. Si aujourd'hui se rend, ok, c'est plié, on reprend le business à Yozua, lui, on n'en parle plus. Mais s'il continue de résister, par exemple, si Petsema et tout, donc ça va générer d'autres tensions qui vont aller jusqu'au législatif. Donc on a plusieurs calendriers qui vont se succéder et tout dépend de comment lui il agit. Parce que le gouvernement, lui, il est droit dans ses bottes, il a sa manière de fonctionner, il va droit au but avec le bulldozer, il casse tout ce qui se met sur le chemin. Donc ça, il n'y a rien à faire, ils vont essayer de suivre le calendrier comme ils sont en train de le faire. Ils vont essayer d'organiser la fin du mois. Maintenant, tout dépend de est-ce qu'il y aura de la résistance ou pas. Et ça, cette réponse-là, elle reste dans les mains de M. Chiroma. Oui, je pense qu'on est tout à fait d'accord. Je partage tout à fait cette analyse. On verra par l'action de M. Chiroma, mais surtout, vous avez parlé, le plus important, c'est sa capacité à fédérer sur le terrain. Est-ce qu'il sera capable de tenir les Camerounais d'une certaine manière en laine et aussi d'insuffler en eux ce pouvoir, cette velléité de changement qui pourra se traduire entre guillemets, dans la rue? Moi, personnellement, je suis dubitatif. Je pense que cette fronde va s'essouffler et que les choses vont repartir à la normale, comme d'habitude. Mais bon, on espère un changement au Cameroun, tout à fait. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Moustapha Kanté. Bonne suite de programme sur les antennes de Global Africa Télé Sud.